Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Promis juré, on ne dépensera pas 1 € de plus, dit Bruno Le Maire. Le gouvernement a fixé l'horizon du budget 2023, contenir le déficit à 5% du PIB. S'il n'a pas levé le pied sur la dépense, il cherche aussi les économies. Exemple en matière de santé, l'exécutif veut mettre le holà sur une pratique très répandue dans les hôpitaux, le recours aux intérimaires soignants pour pallier l'absence de personnel. Premier visé, les jeunes médecins. Fini les missions d'intérim en sortie d'études, il faudra exercer sous un autre régime avant, et ça, ça ne leur plaît pas vraiment, Yasmina Katou. Oui, la durée de cette restriction doit encore être discutée, mais les futurs médecins le vivent déjà comme une injustice. Léo Sillon est interne et président de l'Association des jeunes généralistes de France. Pour beaucoup de soignants aujourd'hui, il y a une précarité, un salaire qui, pour 10 ans d'études, est miséreux. Et on nous répond à la sortie, gare à vous. Si vous souhaitez avoir un tout petit peu d'aisance financière, moi j'ai beaucoup d'amis qui finissent leurs internats, dont leurs 2 salaires ne leur permettent pas d'habiter ensemble, d'avoir un enfant, ils ne pourraient pas l'assumer financièrement. Je trouve ça dégoûtant. Les gardes peuvent être payés plus de 1 500 € en fonction du poste. Selon Frédéric Valtou, ancien président de la Fédération hospitalière de France, la fin de l'intérim pour une partie des médecins serait une bonne nouvelle pour les dépenses dans les hôpitaux publics et pour les patients. On ne peut pas travailler qu'avec des médecins qui sont là pour quelques semaines ou quelques mois. Il faut que les médecins connaissent les équipes, il faut que les médecins même connaissent les patients. L'intérim est un fléau pour l'hôpital. L'intérim, dans son ensemble, est dans le viseur du gouvernement. Des décrets pour plafonner la rémunération des médecins devraient être appliqués dans les prochains mois. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Autre motif de colère, l'obligation pour les futurs médecins d'effectuer une 4e année d'internat dans des déserts médicaux. L'intersyndicale des internes annonce une mobilisation courant octobre. Elle pourrait déboucher sur un mouvement de grève. Le gouvernement confirme sa volonté d'aller au bout de la réforme des retraites. Le calendrier et la méthode pourraient être dévoilés demain à l'issue d'une nouvelle réunion à l'Élysée. Alors une certitude déjà, l'emploi des seniors est au cœur des réflexions. À quoi bon reculer l'âge de départ puisque les entreprises vous poussent dehors passé 55 ans, parfois avant même. Phrase souvent entendue, situation souvent rencontrée autour de nous. La France fait figure de très mauvais élèves en la matière, mais ça va changer, promet Elisabeth Borne. Une bonne nouvelle pour Benoît Serre. Le vice-président de l'Association nationale des DRH espère juste que cet engagement sera tenu. Vous êtes près de 45% des seniors qui partent à la retraite sans être en emploi. Donc c'est quand même énorme. Alors d'ailleurs, parmi les mesures, on va voir ce que le gouvernement a proposé, puisqu'il a l'air de vouloir se saisir du sujet, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'en France, vous êtes senior à 45 ans, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc nous, on dit, considérons que la caractéristique senior, même si elle n'est pas très jolie, se place à partir de 55, parce que ça permet de concentrer les financements, les aides ou les soutiens à l'emploi des seniors à partir de 55 ans. Et on sait que c'est à partir de cet âge-là que les problèmes commencent. C'est pour ça que je ne sais pas quel âge pivot sera choisi, ça est en discussion, mais très honnêtement, s'il n'y a pas en parallèle un plan hyper volontariste, et on l'attend de la part du gouvernement et pas qu'un index, pour garantir l'emploi des seniors, alors c'est un marché de dupes. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH avec Aurélien Fleureau. On parlait du projet de loi de finances au tout début de ce journal. Les difficultés financières des villes commencent à se faire sentir. On en parlera avec Nicolas Bouzou d'ici un petit quart d'heure. Le gouvernement doit donc composer avec la détresse de certaines d'entre elles. Oui, à Montataire, dans l'Oise, le maire est passé au stade supérieur du désarroi à la colère. La facture d'électricité de sa ville pourrait être multipliée par 4. Aucune marge de manœuvre et donc une seule solution, ne plus payer le surplus. Reportage Margot Faudéré. Dans cette commune de 14 000 habitants, ancienne terre d'industrie, la facture d'électricité pourrait être multipliée par 4 l'année prochaine. C'est délirant, affirme le maire communiste de la ville, Jean-Pierre Bossineau. Notre facture de 2022 est à 660 000 €. Le risque, c'est que notre facture passe à 2,5 millions. Près de 2 millions d'euros en plus pour un budget annuel de 32 millions d'euros. Pas de marge, pas de gras, on est déjà à l'os, explique le maire, qui refuse de faire payer la note à ses administrés. On a pris l'engagement qu'on ne toucherait pas aux impôts. La deuxième solution, c'est de faire des économies. Passez-moi l'expression, on va taper dans tous les services publics utiles à la population. La restauration scolaire, le centre de loisirs, les sports, c'est pas acceptable non plus. Je ne paierai pas, répète Jean-Pierre Bossineau, qu'importe les conséquences. J'invite ceux qui auront envie de nous couper à venir nous couper. On les attendra. Dans quelques jours, la municipalité devra signer le contrat pour 2023. Elle n'a pas le choix, mais elle ne paiera pas au-delà de 750 000 €. Elle s'exposera alors à un risque de coupure sous 2 à 3 mois.
Reportage Margot Faudéré. Allez, en Italie, la période qui s'ouvre va être entièrement consacrée à la formation d'un nouveau gouvernement après la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives. Mais la logique électorale la désigne comme la future première ministre. Elle pourrait s'emparer du fauteuil de chef du gouvernement dans un mois. Le temps presse, les marchés financiers ont déjà réagi à leur manière. Les taux d'intérêt de la dette italienne ont fait un bond de 15 points. Mais la constitution du gouvernement ne devrait pas être un problème, Frédéric Michel. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Oui, trouver des ministres, ce n'est pas le plus difficile. Du charisme, une notoriété ou de la personnalité, le casting peut facilement se dessiner, d'autant qu'on imagine que des têtes d'affiche, on pense à Matteo Salvini, ne voudront pas rester en coulisses. La gestion des égos sera sans doute un casse-tête, mais la tâche la plus complexe, comme il y a quelques années pour le Front National en France, sera de trouver les hommes compétents qui occuperont les postes clés de l'administration, des hauts fonctionnaires, des directeurs de cabinet, des hommes de l'ombre qui adhèrent au projet du mouvement, acceptent aussi son histoire, l'étiquette post-fasciste du parti. Mais Giorgia Meloni, élue plus jeune députée italienne, plus jeune ministre sous Berlusconi, a des réseaux et peut profiter des cadres qui ont par exemple entouré les gouvernements de celui que l'on a longtemps surnommé Il Cavaliere. Mais avec quelle fidélité la nouvelle femme forte de la droite italienne doit forcément se poser la question. Mais a-t-elle le choix? Fratelli d'Italia était encore il y a 4 ans un parti marginal en Italie. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Et puis en bref, Paris se rapproche de Washington. Une rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden est programmée le 1er décembre à la Maison-Blanche. Ce sera une visite d'État, la première en réception pour Joe Biden depuis son élection. Et puis une confirmation en Russie, la mobilisation partielle tourne au désastre pour le Kremlin. Plus de 260 000 Russes ont quitté le pays en 6 jours selon les chiffres officiels. Nombre de ces déserteurs cherchent à passer en Géorgie. Sur le plan intérieur, Vladimir Poutine continue de défier les Occidentaux. Le chef du Kremlin accorde la nationalité russe à Edward Snowden, lanceur d'alerte et ancien employé de l'agence américaine de renseignement. Et confirmation également à propos du groupe Wagner. Evgeny Prigojine, réputé proche de Vladimir Poutine, reconnaît être le fondateur de ce groupe paramilitaire. Oui, l'homme d'affaires a fini par avouer ce que beaucoup d'experts et de médias avaient souligné. Un aveu qui intervient quelques jours seulement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo. On peut l'apercevoir en train de recruter des volontaires pour aller se battre sur le front ukrainien. William Molinier. À 61 ans, Evgeny Prigojine est une des personnalités russes sanctionnées par l'Union européenne. Il est en outre recherché par le FBI américain qui promet 250 000 $ à quiconque aiderait à son arrestation. C'est l'une des figures les plus troubles du système poutinien. Habitué à la discrétion, il n'apparaît que très rarement dans les médias. Alors forcément, ces deux sorties à quelques jours d'intervalle interrogent. C'est à minima le signe de l'existence de fractures au sein même de l'appareil russe, surtout au moment où la campagne de mobilisation en Russie patine. Le Kremlin a d'ailleurs reconnu hier des erreurs. Plusieurs observateurs analysent cette sortie de l'ombre comme la volonté de Prigojine de se positionner comme un potentiel successeur de Vladimir Poutine, voire même de rival dans la conduite de cette guerre, ce qui signifierait que le maître du Kremlin est bousculé par son aile radicale. Les ultranationalistes, dont fait partie le créateur de Wagner, digèrent mal la retraite russe en Ukraine et souhaitent une victoire la plus rapide possible, avec ou sans Vladimir Poutine aux commandes. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans un instant.